Notre invitée ce soir, c'est Sophie Binet. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, secrétaire générale de la CGT. On voulait commencer par vous poser une question sur la SNCF. Je ne sais pas si vous êtes partie des personnes concernées qui se sont ruées ce matin, dès 6 heures du matin, pour essayer d'avoir un billet de train pour cet été. Fallait être matinal. 800 000 places qui ont été vendues déjà à midi, en l'espace de 6 heures. Et les prix minimums qui ne restent pas longtemps, très vite ils grimpent. Donc en résumé, il faut se dépêcher pour être sûr d'avoir une place dans un train pour cet été. La payer généralement cette place plutôt chère. Qu'est-ce que ça dit de la SNCF selon vous? Eh bien, en fait, ça montre l'impasse de la privatisation. Le problème, c'est que l'État impose aujourd'hui à la SNCF d'autofinancer les investissements dans les infrastructures. Il y a besoin d'énormément d'investissements dans les infrastructures ferroviaires pour renouveler le matériel, entretenir les gares, entretenir les rails et permettre de les développer. Et c'est un investissement qui doit être pris en charge par la collectivité aussi pour mettre à contribution la route. Le problème, c'est que les camions ne payent pas l'infrastructure sur laquelle ils circulent et que par contre, les voyageurs doivent autofinancer l'ensemble des frais de l'infrastructure. Et donc, c'est un problème social et aussi un problème environnemental qui explique le déficit de compétitivité du rail par rapport à la route. Donc, il y a un modèle économique à repenser. C'est pas normal qu'on impose à la SNCF d'autofinancer l'investissement dans son infrastructure. D'accord avec ça, Oui, Ségolène Royal? tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, tous les pays qui ont privatisé leur SNCF ont tous échoué. C'est-à-dire, soi-disant, ça devait faire baisser les prix et augmenter la qualité. C'est tout le contraire. Au Royaume-Uni, les prix ont flambé entre 40 et 400%. Et l'Allemagne, qui a, elle, imposé le maintien d'un esprit de service public dans Deutsche Bahn, n'a pas cette explosion des prix comme on a en France. Donc le processus de privatisation n'est pas encore terminé. Donc je pense qu'il faut absolument le stopper. Et parce qu'une des conséquences aussi, ça a été la fermeture de 9000 kilomètres de petites lignes secondaires. Et les Français sont farouchement attachés à ce qui était avant le service public de la SNCF. Et là, ils sont effarés de découvrir, en effet, que maintenant, c'est la loi du marché pour le prix des billets. Et c'est une rupture de l'égalité devant le service public pour les Français. Donc ça, c'est quelque chose qui va soulever vraiment leur colère. Hein. Et la SNCF, on a mis pouvoir d'achat, la SNCF joue-t-elle le jeu? Pour les cheminots, non, parce que les salaires ne suivent pas l'inflation. Les augmentations générales n'ont pas suivi l'inflation. Donc, les profits de la SNCF sont captés par l'investissement dans l'infrastructure, dans le matériel. Et y compris, c'est l'État lui-même qui bloque les négociations salariales. Des gros bénéfices, hein. Je rappelle les chiffres pour 2023. 1,3 milliard d'euros de bénéfices et un chiffre d'affaires de plus de 41 milliards d'euros. Oui, alors la différence avec les entreprises privées, c'est que ces bénéfices ne sont pas distribués aux actionnaires, mais ils sont captés par la nécessité d'investir dans l'infrastructure ferroviaire parce que l'État ne joue pas son rôle. Moi, je veux tirer la sonnette d'alarme sur la situation de Fret SNCF. Fret SNCF, donc c'est le transport de marchandises, on a une grave situation à Fret SNCF avec un risque de dépôt de bilan, y compris au mois de juin. Pourquoi? Parce que l'État français a cédé face aux injonctions de Bruxelles. Au lieu de se battre comme le fait l'État allemand pour défendre son entreprise publique ferroviaire, la France s'est empressée de démanteler Fret SNCF. C'est un scandale d'État qui a été documenté dans le rapport d'enquête parlementaire qui date du mois de décembre. Charles lève le doigt. Non, mais parce que Madame Binet vit dans un monde idéal où les cheminots devraient être augmentés alors qu'ils ne font pas 35 heures par semaine. Ça, c'est quelque chose qui est documenté, je suis désolé. Où c'est l'État qui devrait tout payer alors que l'État a donné en 2022 20 milliards d'euros à la SNCF. Donc moi, je suis désolé, mais je ne partage pas du tout cette analyse. J'ai pas envie que ce soit privatisé, pas forcément, mais ça ne m'empêchera pas de dormir si ça l'est. Je pense qu'il y a beaucoup d'usagers de la SNCF qui sont tellement exaspérés par la dégradation de cette entreprise, et notamment ceux qui prennent, même si c'est un peu un épiphénomène, mais il y a beaucoup de cas qui remontent ces derniers jours sur Twitter, des amendes sans discernement parce que comme à la RATP, les contrôleurs touchent des primes en fonction des amendes. Donc c'est vous dire l'esprit. 4 à 10% et ça, on y reviendra. Bon, c'est dire l'esprit qu'on peut avoir quand on est dans cet état d'esprit-là. Est-ce qu'on est vraiment au service des usagers ou pas? C'est une entreprise qui est gérée, excusez-moi, n'importe comment et dont la gestion doit être prise en main. Savez-vous combien de personnes travaillent à la communication de cette entreprise qui, en l'état, est monopolistique? Combien il y a de salariés à la com de la SNCF? Il y en a 1000.
Il y en a 1000. C'est-à-dire que il y a le personnel d'un grand groupe de communication qui s'occupe toute la journée de faire des tweets sur Internet, des logos et des ceci, cela, en pure perte pour une entreprise qui, en l'état, n'a pas de concurrent. Donc, excusez-moi de vous dire, pour moi, ça n'est pas une entreprise qui est gérée correctement, et je pense franchement qu'on pourrait éviter qu'elle soit privatisée si on lui demandait de faire un petit plan d'économie. Voilà, c'est quelque chose qui n'est quand même pas sorcier à faire, et on n'est pas obligé tout le temps de demander toujours plus à des contribuables qui mettent déjà 20 milliards plus le prix des billets. Je sens un peu exaspérée, Sophie Binet. Oui, parce que là, on mélange tout et n'importe quoi avec des caricatures qui sont inacceptables. D'abord, c'est pas vrai de dire que les cheminots ne travaillent pas 35 heures. Les cheminots, ils travaillent la nuit, le soir, le week-end, pendant les vacances, avec des astreintes et des horaires extrêmement contraignants, des découchés, etc. Donc Mais voilà. ils font pas 35 heures par semaine. Ça dépend. Ça dépend desquels. Et ils ont des contraintes tous les importantes. téléspectateurs peuvent le vérifier. D'ailleurs, il y a une pénurie de conducteurs. Donc, C'est ça. Ils ont des contraintes importantes et ils sont plutôt mal payés par rapport à ces contraintes. Je crois pas. Ah bah si, Non, si ça se documente, ça se vérifie. Ensuite, c'est inexact, je suis désolé. On a eu pendant la grève des contrôleurs qui appelaient certains médias. Je me souviens d'un contrôleur, je ne me souviens plus du chiffre exact de son salaire, mais tout le monde avait réagi sur Twitter en disant que c'était pas un salaire si catastrophique. Et c'était un contrôleur qui avait pas 30 ans et qui était déjà en train de se plaindre qu'il cotisait pas suffisamment pour sa retraite. Ben oui. Donc le gars, il avait pas 30 ans, il était déjà en train de penser à sa retraite, oui. Et il considérait qu'il était mal payé alors qu'il était bien payé. Oui. Donc il y a aussi un problème d'état d'esprit, je suis désolé. Bien sûr que c'est bien à 30 ans de se préoccuper de sa retraite, ça veut dire s'occuper de ses droits. Ouais, ça veut dire et ensuite, névrosé, effectivement, le problème, je laisse vos jugements de valeur qui sont inacceptables. Le problème, c'est que le salaire des contrôleurs et d'un certain nombre de roulants est constitué essentiellement de primes liées aux suggestions particulières dont ils sont l'objet, au fait qu'ils doivent découcher, travailler la nuit, le soir, le week-end. Et sur les primes, on ne cotise pas, donc c'est un problème. Ensuite, sur ce que vous dites, les contrôleurs se sont battus et se battent contre ce système de paiement en fonction des amendes qu'ils mettent. Ça, c'est toujours un combat que la CGT mène et que nous trouvons scandaleux. On se rejoint. Voilà. Et ça leur a été imposé au nom de la privatisation. Et puis enfin, le problème, c'est d'avoir un juste prix du transport et de mettre à contribution le transport routier. Il est là le problème, c'est que on a privatisé les compagnies d'autoroutes avec des profits énormes qui sont captés par quelques entreprises qui ne sont pas du tout au service de la collectivité. Avec des salaires mirobolants et bien plus. On est d'accord aussi. Non, on est d'accord aussi. Le transport routier explose et a un impact social et environnemental très problématique. C'est là-dessus qu'il faut travailler en rééquilibrant la fiscalité pour développer notre système ferroviaire, alors que le fret ferroviaire est en situation catastrophique. C'est un vrai problème. Alors, évidemment, vous voulez aussi parler ce soir des Jeux Olympiques. Ça intéresse beaucoup les Français. Vous aviez annoncé le dépôt d'un préavis de grève dans la fonction publique pendant la période. Vous ne l'avez pas encore fait. Oui, le préavis n'est pas encore déposé. En tout cas, il y a certains préavis qui sont déposés dans certains endroits, mais pas partout. La CGT tire la sonnette d'alarme pour dire qu'il y a une impréparation totale des Jeux Olympiques et donc il faut qu'il y ait des négociations qui s'ouvrent d'urgence dans le public comme dans le privé. Suite à l'alarme que nous avons tirée la semaine dernière, il y a enfin eu une table ronde organisée. Hier soir hier après-midi au ministère de la fonction publique. C'est un début, mais le compte n'y est pas, puisque nous avons enfin eu des réponses avec des critères collectifs de primes pour l'ensemble de la fonction publique d'État. Mais par contre, il n'y a pas de réponse pour les autres versants de la fonction publique, à savoir la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière. Bon, c'est quand même un petit problème. La santé, c'est quand même très important, les hôpitaux. Et puis, par exemple, aujourd'hui, les policiers municipaux n'ont aucune information sur eux, leurs primes, sachant que... Parce qu'on parlait des forces de l'ordre qui devaient recevoir une prime allant jusqu'à 1900 €, ça c'est la police nationale, mais pas municipale. Pour l'instant, il n'y a rien pour les policiers municipaux. Mais pour les autres, en tout cas, je rappelle les annonces du gouvernement qui a promis des primes de 500, 1000, 1500 € pour tous les fonctionnaires mobilisés sur le terrain en fonction du degré de leur mobilisation. Oui. Alors, je note déjà que c'est plus faible que la police nationale, donc les fonctionnaires n'apprécient pas cette différence de traitement. Et ensuite, il n'y a pas eu une réponse à l'ensemble des questions posées, notamment la question du logement, parce qu'il y a des agents en renfort qui doivent monter
en région parisienne pour renforcer. Il n'y a pas de solution sur le logement, pas encore de solution non plus sur la prise en charge des enfants. Et puis, plus largement, la question que nous posons, c'est pour les salariés du privé. Aujourd'hui, nous n'avons aucune réponse pour les salariés du privé. Par exemple, dans le secteur de la sécurité, la majorité des employeurs refusent même de donner des primes aux salariés qui auront, par contre, énormément d'exigences en termes de renonciation à des congés payés, par exemple. Nous n'avons pas de réponse sur la situation des entreprises qui sont dans des zones de sécurité pour lesquelles les salariés ne pourront plus accéder. Nous demandons à ce qu'il y ait une prise en charge à 100% du chômage partiel. Le gouvernement ne nous répond pas. Vous demandez à Matignon d'organiser une table ronde, là encore, pour traiter la question des salariés du privé. Si tout ça, ils ne répondent pas à toutes ces revendications-là, vous êtes prête à faire la grève pendant les JO? D'abord, c'est pas moi qui vais faire la grève, et c'est les salariés qui en décideront. Mais évidemment, nous, ça nous amuse absolument pas, et ça nous amuse absolument pas d'avoir cette forme de tragicomédie là sur le débat grève ou pas grève. Ce que nous souhaitons depuis des mois et des mois, c'est que des questions, des réponses précises soient apportées à nos questions. Le problème, c'est qu'on a un gouvernement qui a oublié que la réussite des Jeux, c'était d'abord le travail de centaines de milliers de travailleuses et de travailleurs. Alors, et ça s'organise. Le problème, c'est qu'on a un gouvernement qui méprise profondément le monde du travail et donc qui ne comprend pas que la réussite des Jeux, c'est le travail de centaines de milliers de travailleuses et de travailleurs, d'où cette impréparation totale. Après, moi, ce que je veux répondre au ministre des Transports, c'est que les mots ont un sens. Le mot trêve, on le prononce quand on est dans une situation de guerre. La grève, c'est pas la guerre. Donc, ça n'a aucun sens d'appeler à une trêve. Non, mais ce qu'il entend, vous le comprenez bien. Ce qu'il entend, c'est voilà, ne pas faire grève pendant les Jeux Olympiques, qui ont un enjeu économique, politique très important. Que nous partageons. Les primes. Mais non, mais la question, c'est des JO, mais pas à n'importe quel prix. La CGT s'est battue pour qu'on puisse obtenir les Jeux à Paris. On a défendu la candidature de Paris et on s'est battu pour que cette candidature soit marquée par une exemplarité sociale et environnementale, avec une charte sociale des Jeux Olympiques. C'est les premiers JO sur lesquels il y a une charte sociale. Maintenant, cette exemplarité, il faut la mettre en œuvre. C'est pas juste des promesses pour avoir les Jeux. Dans ce cas-là, ça sert à rien d'organiser les Jeux en France. Autant les faire directement au Qatar. Ça coûte moins cher. Christophe Barbier. Moi, je ne suis pas choqué qu'il y ait une prime supérieure pour les policiers que pour d'autres professions, parce qu'il y a une notion de risque personnel et de stress évidente sur les policiers ou les policiers municipaux. C'est moins le cas pour d'autres professions qui auront une surcharge de travail, mais qui ne seront pas exposés. Les médecins, la santé, l'hôpital, la sécurité privée. Les douaniers où? À quel endroit? Et puis l'hôpital, non. Surcharge de travail, comme oui. Par hasard, c'est la profession la plus masculine. Comme par hasard, c'est encore les inégalités salariales. Non, par ailleurs, les métiers masculins, ils ont les primes, et les métiers féminins, ils attendent. La police est un métier très féminin maintenant. Non, heureusement d'ailleurs. Il ne faut pas exagérer. Mais l'hôpital, c'est un problème global de revalorisation. Mais je pense que le surcroît de travail pour les Jeux, à part dans quelques zones, c'est pas pour tous les personnels soignants. Donc ça peut se régler avec des primes locales. De la même manière, les collectivités locales en Île-de-France, je veux bien. Dans quelques autres sites en province ou outre-mer, mais pas toutes les collectivités territoriales. Et d'accord. Et donc, moi, je proposerais cette méthode suivante. Sur les personnels vraiment concernés par du risque et une surcharge de travail, des primes immédiates, négociées avant. Oui. Et puis, une clause de revoyure pour les mêmes si, après les Jeux, on se rend compte que ça a été pire que prévu. Il y a eu encore plus de travail que prévu et puis qu'il y a peut-être eu des incidents qui ont amené de l'exceptionnel. Point. Pendant ce temps-là, les négociations globales sur la revalorisation de toutes ces professions par rapport à l'inflation plus que par rapport aux Jeux continuent. On a un problème de salaire dans ce pays, on le sait, il faut augmenter. Mais en aucun cas, cette négociation globale sur le niveau des salaires ne doit impacter les Jeux. Et que les syndicats disent oui, ce conflit, on vous fera peut-être un gros conflit à la rentrée parce que vous n'aurez pas été sérieux dans les négociations, mais pas pendant les Jeux. Est-ce que ça serait acceptable? C'est pas vraiment une trêve et c'est pas la loi à l'italienne. Ça serait juste une sorte de méthode de travail en mettant la pression sur le gouvernement parce que si à la rentrée de septembre il n'est pas présent sur les négociations globales, alors là vous aurez retenu votre colère, mais elle n'en sera que plus rude. Que pensez-vous de la méthode Barbier? Non, mais la CGT, elle pose des questions très précises sur les Jeux et donc les questions que nous posons, elles sont liées à ces questions très précises. Très bien. Donc double prime avant.
Et sur prime après, si ça a été plus lourd encore que prévu. Oui, oui. Et si on a fait des bénéfices pour les Jeux, ça serait bien. Peut-être, mais sur les primes avant, nous demandons des critères clairs. Et ce que je veux rappeler, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on demande au personnel, c'est de renoncer à leurs congés payés, par exemple. C'est pas rien. Les congés d'été pour un certain nombre de personnes, ça veut dire aussi, par exemple, pouvoir rentrer, retourner voir sa famille au pays et y retourner seulement une fois tous les 2 ans. Donc, ils les perdent pas, ça sera repoussé, mais c'est vrai que c'est une perturbation. Surtout quand, par exemple, on ne vit pas dans le même pays que sa famille. On pourrait l'indemniser en donnant des jours en plus, pas de l'argent. Oui, par exemple. Mais pour tout ça, en fait, il faut des négociations collectives. Ce qui est hallucinant. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de négociation collective, qu'on nous fait des réponses au cas par cas et qu'en fait, en général, sur les Jeux, ce qu'on nous dit, c'est « ayez confiance, ça va bien se passer ». Et aujourd'hui, le problème, c'est que personne, mais je dis bien personne, à aucun endroit, n'est capable de nous dire comment va s'organiser l'activité pendant les Jeux. Dans, par exemple, les hôpitaux, les directions de l'AP-HP sont incapables de nous dire combien de personnes il faut recruter, comment ils vont les recruter, alors que déjà le mois d'août a été catastrophique. Dans le secteur bancaire, par exemple, les banques, les patrons sont incapables de nous dire comment on va recharger les distributeurs automatiques de billets qui seront dans les périmètres de sécurité, comment les salariés qui travaillent dans des agences qui sont dans les périmètres de sécurité on n'est pas prêt vont pouvoir y accéder. On a tous les commerçants, on n'a pas de réponse là-dessus. Une dernière question là-dessus, Sophie Binet, parce que vous voulez des primes un peu pour tout le monde, et à juste titre, dans certains milieux. Tous ceux qui ont des contraintes liées au jeu. Liées au jeu, exactement. Sauf qu'en parallèle, Bruno Le Maire nous demande 10 milliards d'économies cette année, 20 milliards l'année prochaine. Comment on fait? C'est une équation qui est quand même complexe. Ah oui, c'est pour ça que cette politique d'austérité, elle est dangereuse. On ne peut pas organiser les Jeux. Les Jeux, ça coûte de l'argent à organiser, il faut se le dire très tranquillement. C'est aussi un investissement pour la France en termes d'image, de rayonnement, etc. Et donc, oui, ça doit être financé de la même manière que ces économies, ces coupes brutales dans les dépenses publiques, elles menacent notre avenir, puisqu'on supprime quasiment 1 milliard au budget de la recherche. C'est une catastrophe pour notre recherche, pour notre enseignement supérieur. Les dépenses du ministère de l'Environnement sont sabrées alors que c'est de notre avenir dont il s'agit. Donc la politique austéritaire du gouvernement est très dangereuse, elle est gravissime pour l'avenir. Une question plus culturelle, mais qui devient un sujet politique. La présence d'Ayana Kamura, la chanteuse, à la cérémonie d'ouverture des JO. Vous êtes pour? Oui, pourquoi pas. Vous avez vu quelle est la cible de critiques racistes qui se multiplient, la cible de l'extrême droite, de Reconquête notamment? Oui, c'est des critiques qui sont inacceptables et qu'il faut, je pense, condamner très clairement. Et donc c'est très bien qu'elle incarne la France à la cérémonie d'ouverture des Jeux, puisque la France, justement, c'est cette identité plurielle. Contrairement à ce que l'extrême droite raconte, la France, elle a toujours été riche de son immigration. Sans immigration, il n'y aurait pas de Marie Curie et il n'y aurait pas de Missak Manouchian non plus. Lisa Adef va faire son entrée sur ce plateau. On voulait faire un focus justement sur Ayana Kamura parce que ça devient, je le disais, un sujet vraiment politique. Ayana Kamura qui est très connue en France et à l'international. Rappelons-le, Lisa. Ouais, elle est très connue. Ayana Kamura, c'est d'abord l'artiste française la plus écoutée au monde. 6 milliards d'écoutes selon son label REC 118. Et vous le savez, à notre époque, les 3/4 du chiffre d'affaires de la musique se mesurent sur les plateformes. Alors sur Spotify, la plateforme la plus utilisée, Ayana Kamura comptabilise 8,6 millions d'abonnés par mois. Autre vitrine du travail des artistes, YouTube, 7,38 millions d'abonnés et 3 milliards de vues pour ses clips et vidéos. Et le clip de son tube Dja a été vu, accrochez-vous, 954 millions de fois. Alors oui, il a été mis en ligne il y a 5 ans, mais le dernier en date, mis en ligne il y a 5 jours, déjà plus de 2 millions de vues. Ayana Kamura a aussi plusieurs succès marquants. Elle est la seule femme dans le top 20 des albums les plus écoutés en 2023. Et la chanteuse est aussi ambassadrice monde pour la marque Lancôme. Et justement, pour le virtuel, les réseaux sociaux et son image, Ayana Kamura est suivie par 3,8 millions d'abonnés sur Instagram, 2,7 millions sur TikTok, 1,3 sur X, anciennement Twitter, et 6,4 millions sur Facebook. Donc sa popularité et sa notoriété ne sont plus vraiment à prouver. Et elle s'exporte tellement bien que, regardez, le footballeur Neymar ou encore Rihanna se sont filmés en train de danser sur l'un de ses titres. Et même Madonna a utilisé Dja comme musique de motivation pour ses danseurs en tournée.
Voilà, donc en France, si certains doutent d'elle ou de son potentiel, ailleurs, elle a presque plus rien à prouver. Eh oui, et Madonna, dont les filles sont fans d'Ayana Kamura. Un sondage quand même, parce que tout ça est très sérieux. 49% des Français considèrent que Ayana Kamura, qui chante Piaf pour la cérémonie des JO, c'est une mauvaise idée. C'est un sondage est là pour BFM TV. Voilà, ils sont nombreux à trouver que c'est pas si bien que ça. En fait, c'est intéressant ce débat, parce que au fond, qu'est-ce que ça dit ? Ça dit une interrogation sur qui décide quoi et comment des décisions aussi importantes que celles-ci sont prises. Vous voyez ? Il y a déjà eu la polémique sur l'affiche. On s'est dit, mais qui a décidé cette affiche ? Là aussi, c'est intéressant de savoir qui va faire cette prestation culturelle. Et moi, ce que je pense, c'est que la France est multiple et diversifiée. Et que les moments d'émotion de musique qui sont les plus forts, je trouve, c'est quand il y a des collectifs qui chantent, par exemple pour les Enfoirés. Et moi, j'aurais bien imaginé une séance d'ouverture, en effet, avec cet artiste, mais avec un groupe d'artistes, comme ils sont tous rassemblés, pour les Restos du Cœur. C'est bien une idée et ça, de gauche, ça. Si, parce que la France est multiple, la France est diversifiée, et je trouve dommage qu'il y ait des polémiques sur des choix ou effectivement des relents racistes ou des attaques lamentables, alors que ça doit être un moment de fête, un moment de joie, un moment d'union nationale. Non. Et l'union nationale, elle se fait dans la représentation de la diversité française et dans la diversité de ses artistes. Pourquoi favoriser une ou un artiste plutôt qu'un autre? Pourquoi Non, mais c'est vrai. Mais ça, pourquoi cette décision? Mais écoutez les gens, écoutons les Français. Et c'est vrai, ça doit rester un moment de joie et pas un moment de polémique. C'est comme sur l'affiche. Ça montre que vous êtes vraiment de gauche. Vous ne faites pas semblant. C'est typiquement une idée de gauche. C'est-à-dire, il n'y a pas de réussite individuelle. Il n'y a pas de talent individuel. C'est forcément collectif. C'est forcément les ouvriers ensemble. C'est une idée, si vous voulez, soviétique. Ayana Kamura, de toute évidence, a un talent qui lui est propre, qui fait qu'elle a cet incroyable succès international. Elle ne l'a pas grâce aux autres artistes qui composent la bande des Enfoirés. Elle l'a toute seule. Et vous, quand même, moi, de grâce, surtout pas un spectacle collectif avec je ne sais qui. Moi, je trouve que pour une fois, l'idée du président Macron, puisque c'est lui qui décide de tout en réalité sur ces Jeux Olympiques, il décide de tout et tout seul. Hein. Bon. Je trouve que c'est une bonne idée. Je rejoins pas le procès fait à Ayana Kamura. Je suis certain que chantant du Edith Piaf seule pour cette cérémonie, elle saura faire quelque chose d'extraordinaire. Et c'est très bien évidemment de faire des sondages, etc. Mais moi, je pense, contrairement aux deux personnalités de gauche présentes sur ce plateau, je pense que toute couleur en commission termine par un beige, comme on dit. C'est-à-dire que je pense que quand vous mettez trop de gens pour prendre des décisions, vous avez en réalité des mauvaises décisions et que notamment en matière artistique, excusez-moi Mme Royal, mais un grand peintre, il va pas se mettre à peindre avec 5 artistes pour arriver à faire un beau tableau. Il va le faire tout seul. Donc j'espère que Ayana Kamura fera son concert. C'est pas le sujet. On est dans une fête collective, c'est pas le sujet. Sophie Binet, un mot à ajouter là-dessus? Non, mais moi je pense que c'est une grande artiste. C'est très bien qu'elle fasse l'ouverture des Jeux. C'est une fierté pour la France. Voilà, c'est un très bon choix. C'est pas encore sûr, hein. C'est une idée qui circule, voilà, mais rien n'a été Et par annoncé. ailleurs, je tiens à dire qu'on utilise beaucoup ces chansons pour nos manifestations. Donc voilà, je la remercie. Jaja, Pouki Jaja, avec une modification des paroles, évidemment, pour intégrer nos slogans et nos revendications, parce que les manifestations, c'est des moments festifs, c'est très important. Et donc, je la remercie de dynamiser aussi nos manifestations. Ça en dit long, parce qu'on voit bien, Elisa nous l'a montré, c'est d'abord un business. Derrière ça, il y a du divertissement, c'est de la chanson populaire. Est-ce que c'est de la grande culture qui marquera l'histoire et dans 50 ans, 100 ans, on dira Nakamura pour la France comme on dit Piaf, Maurice Chevalier ou Victor Hugo? Probablement pas, c'est un peu léger, un peu festif. Mais on ne sait pas, on verra l'avenir. Mais c'est de la culture populaire, elle a sa place dans une fête comme les Jeux Olympiques. Est-ce qu'elle a toute la place? Sans doute pas. Mais encore une fois, c'est pas une décision prise. C'est une idée qui a surgi lors d'une visite à l'Élysée. Le COJO s'est pas prononcé. Il y a un metteur en scène pour cette cérémonie d'ouverture, Thomas Joly. C'est à lui aussi de dire son mot. Vous vous souvenez de Jessie Norman? En 89. En 89. Bien sûr.
drapé dans le drapeau bleu, formidable blanc, rouge. symbole. Extraordinaire. Formidable symbole, mais d'un classicisme revisité, tandis que là, on n'est pas dans le classicisme. Le classicisme, qui a chanté la Marseillaise. Le classicisme, ça serait de faire venir l'orchestre symphonique de Radio France. Pour ça, c'est du classicisme, mais il serait capable de se mettre en grève. Donc, vaut mieux Aya Nakamura. Et de jouer l'international. Ils le font très bien. Autre actualité sur laquelle on voulait vous entendre, Sophie Binet, ce qui s'est passé à Sciences Po hier matin. Vous avez dû suivre les événements. Une centaine d'étudiants qui ont occupé l'amphithéâtre principal de Sciences Po dans le cadre d'une journée de mobilisation pour la Palestine. L'accès a été interdit à une étudiante de l'Union des étudiants juifs de France. Et selon l'association, les propos suivants ont été prononcés. Ne la laissez pas rentrer, c'est une sioniste. J'ajoute qu'un membre du comité Palestine de Sciences Po lui réfute qu'une telle phrase ait été prononcée. Comment vous réagissez à ces événements qui prennent de l'ampleur? Gabriel Attal s'est rendu sur place aujourd'hui. Toute la lumière doit être faite sur ces événements. S'il y a eu des propos ou des comportements antisémites, ils doivent être sanctionnés parce que c'est très grave et ça ne doit pas être banalisé. Mais ce que je tiens à dire ici aussi, c'est qu'il faut faire... L'antisémitisme, c'est très grave et donc il ne faut surtout pas le banaliser et le confondre avec autre chose. Se mobiliser pour défendre la Palestine et pour exiger une trêve à Gaza, c'est pas être antisémite, c'est exiger la paix, la justice pour 30 000 civils qui se sont fait assassiner, dont la moitié d'enfants. Donc il ne faut pas tout confondre. Merci beaucoup Sophie Binet. Je rappelle, parce que j'ai oublié de le faire, votre livre qui vient tout juste de sortir, Les jours heureux précédés de Il est minuit moins le quart, par vous, Sophie Binet. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur BFM